La poussière soulevée par les roues de la diligence n'était pas encore retombée que les genoux de Clara Grayson se dérobèrent sous elle. Elle bascula en arrière de la marche en bois, comme une poupée de chiffon jetée par un enfant impatient. Ethan Jennings se tenait près du magasin général, chargeant des provisions sur sa charrette, quand il entendit l'agitation. Il tourna la tête juste à temps pour voir la femme à la robe de voyage bleu pâle s'effondrer. Ses longues jambes couvrirent la distance en quelques secondes, ses bottes martelant la terre battue de la rue principale de Bandera. Il la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, un bras puissant glissant sous ses épaules, tandis que l'autre soutenait ses genoux. La femme était légère, trop légère, et son visage avait pris la couleur de la crème fraîche. Allez chercher le docteur Henderson, aboya Ethan au cocher de la diligence, qui était resté figé sur son siège, les yeux écarquillés. La chaleur du mois de mai de 1883 était impitoyable, et Ethan pouvait sentir la fièvre qui émanait de la peau de la femme à travers les couches de sa robe. Il ajusta sa prise et la transporta vers le porche couvert du magasin général, cherchant l'ombre du soleil brutal du Texas. Madame Patterson, la femme de l'épicier, se précipita avec un éventail et une louche d'eau. Seigneur, ayez pitié, est-ce qu'elle respire? Oh, à peine, dit Ethan, en s'asseyant sur un banc, tout en gardant la femme inconsciente blottie contre sa poitrine. Son chapeau s'était détaché, révélant des cheveux auburn foncés qui avaient été soigneusement épinglés, mais qui se défaisaient maintenant en mèches humides. De près, il pouvait voir l'épuisement gravé sur ses traits délicats, les ombres violettes sous ses yeux, les lèvres gercées. Combien de temps cette diligence a-t-elle été sur la route? 3 jours d'affilée depuis San Antonio, cria le cocher, retrouvant enfin sa voix. Elle est montée en ayant l'air mal en point, mais elle a dit qu'elle devait absolument se rendre à Bandera, quelque chose à propos de rencontrer son fiancé. La mâchoire d'Ethan se crispa. Encore une épouse par correspondance, alors. Il avait entendu dire que Samuel Crawford avait fait venir une femme de l'Est, bien que Crawford ne le lui ait jamais mentionné directement. Les deux hommes n'étaient pas vraiment amis, pas après que Crawford ait essayé d'escroquer le père d'Ethan pour lui prendre ses terres avant que le vieil homme ne décède. Eh bien, Crawford a intérêt à arriver vite, dit Mme Patterson, faisant écho aux pensées d'Ethan. Cette pauvre petite a l'air à moitié morte. Le docteur Henderson arriva en quelques minutes, sa maillette de médecin à la main et sa barbe grise hérissée d'inquiétude. Il s'agenouilla à côté d'Ethan et posa ses doigts sur le poignet de la femme, comptant silencieusement. Depuis combien de temps est-elle inconsciente? 5 minutes, peut-être moins. Ethan se sentit réticent à la lâcher, sans pouvoir dire pourquoi. C'était peut-être la façon dont elle avait semblé si fragile dans ses bras, ou le fait qu'elle ait voyagé si loin pour s'effondrer à l'instant même de son arrivée. Quelque chose là-dedans ne lui plaisait pas. Le docteur souleva l'une de ses paupières, puis posa sa paume sur son front. Fièvre, déshydratation et pur épuisement, d'après ce que je peux dire. Elle a besoin de repos, de liquide et de nourriture correcte. Quelqu'un a-t-il envoyé chercher Crawford? Le fils de Billy a couru le chercher, dit Mme Patterson, continuant d'éventer vigoureusement. Il devrait être là d'un moment à l'autre. Mais ce ne fut pas Samuel Crawford qui arriva d'un pas décidé dans la rue 10 minutes plus tard. C'était son contremaître de ranch, un homme revêche nommé Dutch, qui cracha son jus de tabac sur les planches du porche avant de parler. Monsieur Crawford dit de dire à la femme qu'il a changé d'avis. Il ne veut pas d'une épouse maladive qui ne peut même pas descendre de la diligence sans faire une scène. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une gifle. Madame Patterson eut un hoquet de surprise. Le visage du docteur Henderson s'assombrit de colère. Ethan sentit quelque chose de chaud et de féroce monter dans sa poitrine. Dites à Crawford que c'est un lâche et un imbécile, dit Ethan, sa voix basse et dangereuse. Cette femme a traversé la moitié du pays sur sa parole, et il ne vient même pas la voir lui-même. Dutch haussa les épaules, visiblement peu dérangé par l'hostilité qui émanait de la petite foule qui s'était rassemblée. Ce n'est pas mon problème. Je ne fais que livrer le message. Crawford dit qu'il se fiche qu'elle prenne la prochaine diligence pour retourner dans l'Est. Il se retourna et s'éloigna, laissant une traînée de jus de tabac dans son sillage. « Eh bien, j'en aurais tout vu, balbutia Mme Patterson. Cet homme devrait être fouetté. » Le docteur Henderson se leva en secouant la tête. « La question est, qu'allons-nous faire d'elle? Elle n'est pas en état de voyager,
mais elle aura besoin d'un endroit où rester et de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Ethan baissa les yeux sur la femme dans ses bras. Sa respiration s'était légèrement régularisée, bien qu'elle ne montre toujours aucun signe de réveil. À l'ombre du toit du porche, son visage détendu dans l'inconscience, elle paraissait incroyablement jeune et vulnérable. Quelque chose en elle toucha une corde sensible au fond de sa poitrine, à l'endroit qui était vide depuis que son père était mort et l'avait laissée seule au ranch. Elle peut rester chez moi, s'entendit-il dire. J'ai de la place, et Maria passe 3 fois par semaine pour nettoyer et cuisiner. Elle pourra aider à s'occuper d'elle. Les sourcils de Madame Patterson se haussèrent. Ethan Jennings, vous savez que ce n'est pas convenable. Une femme non mariée séjournant dans le ranch d'un célibataire. Ce n'est pas convenable non plus d'abandonner une femme malade pour la laisser mourir dans la rue, rétorqua Ethan. J'ai cette chambre d'amis que mon père a construite pour ma sœur avant qu'elle ne se marie et ne déménage à Austin. Cette femme a besoin d'aide et je la lui offre. Si quelqu'un a un problème avec ça, il peut venir me le dire directement. Le docteur Henderson l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. Je pense que c'est une excellente solution, à condition que Mme Patterson puisse se passer de Maria pour qu'elle reste là-bas, comme chaperon jusqu'à ce que la jeune dame se rétablisse. Je passerai tous les jours pour voir comment elle va. Je suppose que c'est mieux que de la laisser à la pension de famille de Mme Kelsey, concéda Mme Patterson. Cette femme pratique des tarifs criminels et nourrit à peine ses pensionnaires. Et oui, je peux me passer de Maria, vu que c'est la chose à faire en tant que chrétienne. Elle fit une pause, regardant Ethan de haut en bas. Mais j'attends de vous que vous vous comportiez en gentleman, Ethan Jennings. Oui, madame, dit Ethan, se levant prudemment avec la femme inconsciente toujours dans ses bras. Elle ne pesait presque rien, et il se demanda quand elle avait mangé un vrai repas pour la dernière fois. Docteur, pouvez-vous m'aider à l'installer dans ma charrette? À eux deux, le docteur et Ethan réussirent à installer la femme sur un tas de sacs de nourriture vides, recouverts d'une couverture donnée par Mme Patterson, dans le fond de la charrette. Le docteur Henderson récupéra un petit sac de voyage de la diligence, expliquant que c'était le seul bagage que la femme avait avec elle. Ethan trouva ce détail particulièrement révélateur. Elle était devenue avec presque rien, prête à commencer une nouvelle vie basée sur les promesses d'un homme qui s'était avéré sans valeur. Le trajet jusqu'au ranch de Then dura 40 minutes, suivant une piste bien tracée qui serpentait à travers les broussailles et les bosquettes de chênes verts. La terre ici était rude et belle, avec des affleurements rocheux et des ruisseaux saisonniers qui gonflaient pendant les pluies de printemps. Le ranch d'Ethan, le Double G, se trouvait dans une vallée peu profonde avec de bons pâturages et un puits fiable. Ce n'était pas le plus grand domaine du comté, mais son père l'avait bâti à partir de rien, et Ethan travaillait depuis l'âge de 12 ans pour le faire tourner après le décès de sa mère. Il avait maintenant 26 ans, et à part les visites occasionnelles de sa sœur et de sa famille, il vivait seul. Cela ne l'avait pas beaucoup dérangé auparavant. Il avait été trop occupé avec le bétail et les chevaux, trop concentré sur la rentabilité du ranch et l'honneur de la mémoire de son père. Mais parfois, dans les soirées calmes où le soleil couchant embrasait le ciel de l'ouest, il ressentait la solitude comme une douleur physique. La femme dans sa charrette gémit doucement lorsqu'ils heurtèrent une ornière, et Ethan ralentit immédiatement les chevaux pour une allure plus douce. Il se surprit à jeter des regards en arrière à plusieurs reprises pour vérifier son état, notant la façon dont ses cheveux s'étaient maintenant complètement défaits et se répandaient sur la couverture comme de la soie cuivrée foncée. Maria balayait le porche d'entrée quand il arriva devant la maison. C'était une femme mexicaine robuste dans la cinquantaine, veuve de l'un des meilleurs employés de son père, et elle veillait sur Ethan à sa manière depuis qu'il était enfant. Ses yeux sombres s'écarquillèrent quand elle vit sa cargaison. « Dios mio, Ethan, qu'as-tu ramené à la maison? » demanda-t-elle dans son anglais à fort accent. « Une femme qui a besoin d'aide, dit-il en descendant du siège de la charrette. Elle est malade et a été abandonnée par l'homme qui l'a fait venir. Le docteur Henderson a dit qu'elle a besoin de repos et de soins. Madame Patterson a dit que vous pourriez rester un peu pour aider à s'occuper d'elle et servir de chaperon. » Maria se signa et descendit les marches en hâte. « bien sûr, pauvre petite. Amène-la dans la chambre d'amis. Je vais la préparer. » Entre donner des ordres et préparer la chambre, Maria réussit aussi à faire chauffer de l'eau pour la toilette et à sortir des couvertures supplémentaires du coffre en cèdre. Ethan porta la femme à l'intérieur,
frappé par la différence que cette créature délicate apportait à sa maison de célibataire rustre. La chambre d'amis n'avait pas été utilisée depuis 3 ans, mais Maria la gardait propre, et en quelques minutes, elle avait mis des draps frais sur le lit et ouvert la fenêtre pour laisser entrer la brise de fin d'après-midi. Pose-la doucement, ordonna Maria en rabattant les couvertures. Nous devons lui enlever ses vêtements de voyage. Ils sont poussiéreux et la mettront plus mal à l'aise. Va-t'en maintenant, c'est un travail de femme. Ethan hésita, puis réalisa qu'il était stupide. Il posa délicatement la femme sur le lit, laissant sa main s'attarder un instant sur son épaule. Ses yeux bougeaient sous ses paupières comme si elle rêvait, et il se demanda ce qu'elle y voyait. Puis il recula et quitta la pièce, fermant la porte derrière lui. Il resta un moment dans le couloir, se sentant étrangement déstabilisé. Il avait vécu seul si longtemps que la présence de quelqu'un d'autre dans la maison lui semblait étrangère, mais pas désagréable. Il pouvait entendre Maria bouger dans la chambre, parlant doucement à sa patiente inconsciente, dans un mélange d'espagnol et d'anglais. Ethan passa une main dans ses cheveux sombres, réalisa qu'il devait s'occuper des chevaux et se força à retourner dehors. Au moment où le docteur Henderson arriva 1 heure plus tard, Ethan avait dételé la charrette, nourri et abreuvé tous les animaux, et faisait les 100 pas sur le porche, comme un lion en cage. Le docteur haussa un sourcil en le voyant, mais ne dit rien, tandis que Maria le conduisait à l'intérieur de la maison. L'examen dura 20 minutes. Quand le docteur Henderson sortit de la chambre d'amis, il fronçait les sourcils. Elle brûle de fièvre, et je soupçonne qu'elle n'a pas mangé correctement depuis des semaines. J'ai laissé des instructions à Maria pour des compresses froides et du bouillon quand elle se réveillera. Les prochaines 24 heures nous diront si elle va s'en sortir. Ethan sentit son estomac se nouer. Vous pensez qu'elle pourrait ne pas survivre? Elle est en mauvais état, mon garçon. Son corps a été poussé à bout pendant trop longtemps. Parfois, quand les gens sont aussi épuisés, ils n'ont tout simplement pas la force de se battre. Le docteur posa une main sur l'épaule d'Ethan. Tu as bien fait de la rattraper et de l'amener ici. Au moins, elle a une chance maintenant, ce qui est plus que ce que Crawford lui aurait donné. Après le départ du docteur, Ethan se trouva incapable de se concentrer sur une quelconque tâche. Il essaya de faire de la paperasse dans l'ancien bureau de son père, mais ne put se concentrer sur les chiffres du grand livre. Il alla à l'étable pour vérifier une jument qui devait bientôt mettre bas, mais son esprit vagabondait. Finalement, alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, il retourna à la maison. Maria le rejoignit dans la cuisine, où elle filtrait du bouillon à travers une étamine. Elle ne s'est pas encore réveillée, mais sa fièvre a un peu baissé. J'ai changé les compresses toutes les 20 minutes. Tu devrais manger quelque chose. J'ai fait du ragoût. Je n'ai pas faim, dit Ethan, bien que son estomac gargouille une contradiction. Il avait oublié de déjeuner dans toute cette agitation. Peut-être plus tard. Puis-je rester avec elle un moment? Tu devrais te reposer. Maria l'étudia avec ses yeux sombres et perspicaces qui semblaient voir jusqu'au fond de son âme. Vous êtes un homme bon, Ethan Jennings. Votre père serait fier. Oui, va t'asseoir. Je t'apporterai du café et du ragoût. Tu dois garder tes forces si tu veux aider cette fille. La chambre d'amis était sombre dans la lumière déclinante, éclairée seulement par une unique lampe baissée sur la table de chevet. La femme gisait immobile sous une couverture légère. Son visage était encore trop pâle, mais plus tout à fait aussi gris. Maria l'avait vêtue d'une vieille chemise de nuit de l'une des sœurs d'Ethan et avait tressé ses longs cheveux pour les garder en ordre. Une bassine d'eau était posée sur la table à côté du lit, avec plusieurs linges drapés sur le bord. Ethan rapprocha l'unique chaise de la pièce du lit et s'assit, se sentant maladroite et déplacée. Il n'avait jamais été doué pour rester assis sans rien faire, ayant toujours été plus à l'aise avec le travail physique qu'avec une veille silencieuse. Mais quelque chose le retenait là, à observer la douce montée et descente de sa poitrine, le battement de ses cils, la façon dont ses doigts se contractaient, parfois contre la couverture, comme si elle cherchait quelque chose dans ses rêves. Maria lui apporta de la nourriture et du café, et il mangea machinalement tout en gardant les yeux sur sa patiente. La femme murmura une fois, un son doux et désespéré, et Ethan tendit instinctivement la main pour prendre la sienne. Elle était petite et froide dans sa paume calleuse, et il se surprit à frotter son pouce sur ses jointures, essayant de réchauffer sa peau. « Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il doucement,
se sentant stupide de parler à quelqu'un qui ne pouvait pas l'entendre. Je ne sais pas ce qui vous a amené jusqu'ici, ni ce que Crawford vous a promis, mais vous êtes en sécurité maintenant. Je ne laisserai rien vous arriver. La nuit tomba complètement et Maria insista pour qu'il se repose, promettant de le réveiller s'il y avait le moindre changement. Ethan se retira à contre-cœur dans sa propre chambre, mais il laissa la porte ouverte et dormit d'un sommeil agité, se réveillant au moindre bruit. Il se réveilla pour de bon juste avant l'aube, comme à son habitude, et vérifia immédiatement la chambre d'amis. Maria dormait sur la chaise, la tête penchée sur sa poitrine généreuse, ronflant doucement. La femme dans le lit était toujours inconsciente, mais quand Ethan posa sa main sur son front comme il avait vu le docteur le faire, sa peau lui parut plus fraîche. La fièvre tombait. Il s'acquitta de ses corvées matinales, le cœur plus léger, nourrissant les animaux et vérifiant la jument pleine. Le lever du soleil était spectaculaire, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, et Ethan se surprit à souhaiter que la femme soit réveillée pour le voir. Il se demanda de quelle couleur étaient ses yeux, quel était le son de sa voix, ce qui l'avait poussé à répondre à une annonce pour une épouse par correspondance en premier lieu. Quand il retourna à la maison, Maria était levée et préparait le petit déjeuner. « Sa fièvre est tombée juste après que tu sois sorti », rapporta-t-elle avec satisfaction. « Elle va bientôt se réveiller, je pense. Quand elle le fera, elle devra boire de l'eau lentement. Son estomac ne sera pas encore prêt pour de la nourriture solide. » Ethan hocha la tête, se versant du café et essayant d'ignorer le battement nerveux dans sa poitrine. Il se dit qu'il était simplement inquiet pour son bien-être, que toute personne décente ressentirait la même chose. Mais il y avait autre chose là, aussi, quelque chose qu'il ne voulait pas encore examiner de trop près. Il était dans l'étable en train de ferrer un cheval 2 heures plus tard quand Maria arriva en courant, retenant ses jupes pour se dépêcher à travers la cour. « Ethan, elle est réveillée. Viens vite. » Il laissa tomber le sabot du cheval et la râpe qu'il utilisait et courut vers la maison, le cœur battant. Quand il entra dans la chambre d'amis, la femme était assise contre les oreillers, l'air confus et effrayé. Ses yeux étaient de la couleur du miel. Il remarqua immédiatement cet ambre chaud qui semblait capter la lumière entrant par la fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle le vit debout dans l'embrasure de la porte. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix rauque à force de ne pas avoir servi. « Où suis-je » Ethan prit soudain conscience de l'allure qu'il devait avoir, sa chemise en sueur à cause du travail, ses mains sales, ses cheveux sans doute en bataille. Il enleva instinctivement son chapeau, le tenant devant lui. « Je m'appelle Ethan Jennings, madame. Vous êtes dans mon ranch, juste à l'extérieur de Bandera. Vous vous êtes évanoui en descendant de la diligence hier, et je vous ai rattrapé. Vous avez été très malade, avec de la fièvre. » Elle pressa une main sur son front, fermant brièvement les yeux. « Je me souviens de l'arrêt de la diligence et de la chaleur, et puis plus rien. Je devais rencontrer mon fiancé, M. Samuel Crawford. Est-il ici? » C'était la partie qu'Ethan redoutait. Il échangea un regard avec Maria, qui hocha la tête pour l'encourager. Il s'avança dans la pièce, mais garda une distance respectueuse du lit. « Madame, je suis vraiment désolé de devoir vous dire ça, mais Crawford a envoyé son contremaître pour dire qu'il avait changé d'avis. Il ne veut pas vous épouser. » La couleur qui venait de commencer à revenir sur ses joues disparut. Ses mains se tordirent dans la couverture, et un instant Ethan pensa qu'elle pourrait pleurer, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle releva le menton et prit une inspiration tremblante. « Je vois. Alors je suppose que je devrais prendre la prochaine diligence pour repartir. Si vous pouviez m'indiquer un hôtel ou une pension de famille où je peux rester en attendant, je vous en serais reconnaissante. Madame, vous avez été inconsciente pendant près de 24 heures avec une forte fièvre. Le docteur Henderson dit que vous avez besoin de repos et de soins appropriés avant d'être en état de voyager où que ce soit. » Ethan tourna son chapeau dans ses mains, cherchant les mots justes. « Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Maria ici sert de chaperon, donc tout est convenable et en règle. » Elle regarda Ethan, puis Maria, puis de nouveau Ethan, ses yeux couleur de miel brillant de larmes non versées. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit simplement Ethan, « et parce que Crawford est un imbécile qui ne vous mérite pas de toute façon. » Une seule larme s'échappa et roula sur sa joue,
et elle l'essuya rapidement. Vous êtes très aimable, je suis Clara Grayson de Pennsylvanie, et je vous suis très redevable, Monsieur Jennings. Ethan, le corrigea-t-il, juste Ethan, et vous ne me devez rien. Il fit une pause, puis ajouta, Maria va vous apporter du bouillon. Vous devez manger lentement et boire beaucoup d'eau. Le docteur Henderson passera plus tard pour voir comment vous allez. Clara hocha la tête, l'air épuisé, rien que par cette brève conversation. Merci, Ethan. Il la laissa aux soins de Maria et retourna à l'étable, mais il lui fut impossible de se concentrer sur son travail. Son esprit revenait sans cesse à la femme dans sa chambre d'amis, à la manière courageuse dont elle s'était tenue lorsqu'il lui avait annoncé la nouvelle concernant Crawford, au son de son nom sur ses lèvres. Il avait des ennuis, réalisa-t-il, de gros ennuis. Au cours des 3 jours suivants, Clara reprit lentement des forces. Ethan trouvait des excuses pour prendre de ses nouvelles fréquemment, apportant des fleurs fraîches de la prairie au-delà de l'étable, lui portant des livres de l'étude de son père pour qu'elle lise, réparant la charnière qui grinçait de sa porte. Il parlait pendant ses visites, d'abord de choses simples comme le temps et le ranch, mais peu à peu leurs conversations s'approfondirent. Elle lui parla de son enfance dans une petite ville de Pennsylvanie, la plus jeune de 5 enfants. Son père avait été enseignant et était mort quand elle avait 16 ans, laissant la famille dans une situation difficile. Sa mère était décédée l'année suivante, certains disaient d'un cœur brisé. Clara était allée vivre avec son frère aîné et sa femme, mais il était clair qu'elle était un fardeau qu'il pouvait à peine supporter. J'ai vu l'annonce pour une épouse par correspondance dans le journal, expliqua-t-elle un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le porche, elle dans le rocking chair avec une couverture sur les genoux malgré la chaleur, lui appuyé contre la balustrade. La lettre de M. Crawford donnait l'impression qu'il était un éleveur prospère cherchant une bonne épouse pour construire une vie avec lui. Il a envoyé de l'argent pour le billet et a dit qu'il s'occuperait de tout. Je pensais que c'était ma chance de tout recommencer, d'avoir à nouveau un foyer. Les mains d'Ethan se resserrèrent sur la balustrade du porche. Que disait-il dans ses lettres? Qu'il possédait un grand ranch et qu'il était très respecté dans la communauté. Qu'il voulait une épouse éduquée et raffinée, de sang, quelqu'un qui pourrait l'aider à construire quelque chose de durable. Elle rit amèrement. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Les hommes comme ça n'ont pas besoin de faire venir des épouses de loin. Certains hommes, si, dit Ethan avec précaution. Ici, il n'y a pas beaucoup de femmes et celles qui sont là sont généralement déjà prises. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme publie une annonce pour une épouse, tant qu'il est honnête sur ce qu'il offre et la traite avec respect. Il fit une pause puis ajouta « Crawford vous a menti, son ranch est petit et mal géré. Il a des dettes envers la moitié des commerces de la ville et une réputation de négociateur peu scrupuleux. Vous avez eu de la chance de vous en sortir, Clara, même si ça n'en a pas l'air pour le moment. » Elle resta silencieuse un moment, regardant un faucon tournoyer paresseusement dans le ciel bleu. « Et vous, Ethan? Pourquoi un homme comme vous ne s'est-il pas marié? » La question le prit au dépourvu. Il baissa les yeux sur ses bottes, réfléchissant à la manière de répondre. « Je suppose que j'ai été trop concentré sur le ranch. Mon père est mort il y a 3 ans et je suis seul depuis. J'ai essayé de le développer, d'en faire quelque chose dont il serait fier. Il n'y a pas eu de temps pour faire la cour, même s'il y avait des femmes à courtiser. Ça a l'air solitaire, dit doucement Clara. Ça l'est, admit Ethan, surpris de sa propre honnêteté. Mais j'ai toujours pensé que la solitude faisait simplement partie de la vie que j'avais choisie. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une étincelle de reconnaissance et de compréhension. Clara détourna les yeux la première, une légère rougeur colorant ses joues. Je devrais aller me reposer. Maria va me gronder si je me fatigue trop. Mais Ethan remarqua que chaque jour, elle restait dehors un peu plus longtemps, marchait un peu plus loin, souriait un peu plus librement. Le docteur Henderson déclara sa guérison remarquable et réduisit ses visites 1 jour sur 2. Maria les observait tous les deux avec des yeux entendus, mais ne disait rien, bien qu'Ethan la surprenne souvent à sourire pour elle-même pendant qu'elle travaillait. Le 5e jour, Ethan demanda à Clara si elle aimerait voir un peu plus du ranch. « Je dois vérifier le troupeau dans le pâturage sud, dit-il. C'est une balade facile et l'air frais pourrait vous faire du bien. C'est-à-dire, si vous savez monter à cheval. » Le visage de Clara s'illumina, la faisant paraître plus jeune et plus insouciante qu'il ne l'avait encore vue. « J'ai appris quand j'étais petite.
Mon père croyait que tout le monde devait savoir manier un cheval. J'adorerais venir avec vous. Il sella son propre hongre, Ace, et une jument douce nommée Rosie pour Clara. Quand il amena les chevaux devant la maison, il trouva Clara qui attendait dans une jupe d'équitation qui devait appartenir à sa sœur, ses longs cheveux auburn tressés et épinglés sous un chapeau emprunté. Elle était magnifique et Ethan dut se rappeler de respirer. Il l'aida à monter, ses mains s'attardant sur sa taille peut-être un instant de plus que nécessaire. Elle s'installa dans la selle avec une grâce aisée et ils partirent au pas à travers le ranch. La journée était parfaite, chaude mais pas trop, avec une brise qui portait l'odeur de la sauge sauvage et du cèdre. Ethan lui montra des points de repère et lui raconta des histoires sur la terre, sur son père et les débuts du ranch. Clara écoutait attentivement, posant des questions qui montraient qu'elle était réellement intéressée. Quand ils atteignirent le pâturage sud, ils trouvèrent le petit troupeau de bovins paissant paisiblement près d'un ruisseau bordé de peupliers. Ethan descendit de cheval pour vérifier une jeune génisse qui l'avait inquiété, et Clara glissa de Rosie sans attendre son aide. « Elle est magnifique, dit Clara en s'approchant lentement. Puis-je la toucher? Tant que vous êtes douce et que vous la laissez d'abord renifler votre main, dit Ethan. Il regarda Clara tendre la main, laissant la génisse l'examiner, avant de caresser le large front de l'animal. Les yeux de la génisse se fermèrent à moitié de contentement, et Ethan se surprit à sourire. « Elle vous aime bien, je l'aime bien aussi, dit Clara en riant, alors que la génisse poussait sa tête contre sa paume, réclamant plus d'attention. « Comment s'appelle-t-elle? » Elle n'a pas de nom. D'habitude, je ne nomme pas le bétail, vu qu'il est destiné à la vente à un moment donné. Clara parut scandalisée. « Vous ne pouvez pas la vendre, elle est trop adorable. » « Clara, c'est une vache. L'élevage de bétail est mon gagne-pain. Alors elle peut être une vache reproductrice, dit Clara obstinément. « S'il vous plaît, comme une faveur pour moi. » Ethan ne put s'empêcher de rire devant son expression déterminée. « D'accord, d'accord, elle peut être une vache reproductrice, mais c'est vous qui devez la nommer, puisque c'est vous qui la sauvée de l'abattoir. » Clara réfléchit, caressant toujours la tête de la génisse. « Bouton d'or. Sa couleur me rappelle les boutons d'or. » « Alors ce sera Bouton d'or, accepta Ethan, pensant qu'il accepterait probablement n'importe quoi quand Clara le regardait comme ça, avec de la chaleur et du bonheur brillant dans ses yeux couleur de miel. Ils s'assirent un moment au bord du ruisseau, laissant les chevaux boire et brouter. La conversation coulait facilement entre eux, abordant tout et rien. Ethan se surprit à lui dire des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Sur ses rêves pour le ranch, sur la solitude des 3 dernières années, sur le fait que son père lui manquait encore chaque jour. « Il vous aurait apprécié, dit Ethan, arrachant un brin d'herbe et le tortillant entre ses doigts. Mon père, je veux dire. Il disait toujours que le caractère d'une personne se révélait dans sa façon de gérer l'adversité. Vous avez traversé une terrible déception, mais vous ne vous êtes pas laissé abattre. Il aurait admiré ça. » Clara resta silencieuse un moment, son regard lointain. Il y a eu des moments, pendant ce terrible voyage en diligence, où je me suis demandé si je ne faisais pas une terrible erreur. J'étais si malade et chaque kilomètre m'éloignait de tout ce que j'avais jamais connu. Mais je ne pouvais pas faire demi-tour. Il n'y avait rien vers quoi retourner. Elle le regarda et il vit de la vulnérabilité dans son expression. Et maintenant je suis ici et ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais d'une certaine manière, c'est mieux. Est-ce que ça a un sens? Ouais, dit Ethan, la voix rauque d'émotion. Ça a parfaitement un sens. Il serait peut-être resté là, au bord du ruisseau, pour toujours, suspendu dans ce moment parfait, si des nuages d'orage n'avaient pas commencé à s'accumuler à l'ouest. Ethan les remarqua le premier et se leva à contre-cœur. Nous devrions rentrer. Le temps peut devenir mauvais très vite par ici. Ils rentrèrent à la maison du ranch juste au moment où les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Ethan s'occupa des chevaux pendant que Clara se dépêchait d'entrer, et au moment où il arriva à la maison, l'orage battait son plein. La pluie martelait le toit, et des éclairs fendaient le ciel. Maria était allée en ville ce matin-là pour rendre visite à sa fille, et avait prévu de passer la nuit là-bas, ce qui signifiait qu'Ethan et Clara étaient seuls dans la maison. Cela aurait dû être gênant, mais au lieu de ça, c'était naturel, confortable. Ils préparèrent le dîner ensemble, Clara se révélant être une cuisinière compétente malgré son éducation raffinée,
et ils mangèrent à la table de la cuisine pendant que l'orage faisait rage dehors. Ma mère nous a tous appris à cuisiner, expliqua Clara en coupant son steak. Elle disait qu'une personne qui pouvait se nourrir ne serait jamais impuissante. Après sa mort, c'est moi qui cuisinais pour la famille de mon frère. Sa femme, Sarah, était convaincue que cuisiner était indigne d'elle. Elle sourit avec ironie. Sarah n'a jamais été heureuse que je vive avec eux. Je pense qu'elle a été soulagée quand je suis parti, même si elle a fait semblant de s'inquiéter pour ma sécurité. C'est elle qui y perd, dit Ethan, puis il sentit son visage chauffer en réalisant comment cela sonnait. Je veux dire, pour ce qui est d'un bon repas. Maria est une excellente cuisinière, mais ce steak est parfait. Les yeux de Clara pétillèrent d'amusement, mais elle ne le taquina pas. Merci, je suis contente que vous l'aimiez. Après le dîner, ils passèrent au salon. Le feu qu'Ethan avait allumé chassa le froid que l'orage avait apporté, et ils s'installèrent dans des fauteuils confortables de part et d'autre de l'âtre. Clara avait apporté l'un des livres de l'étude, et elle lisait à voix haute pendant qu'Ethan faisait semblant de travailler sur une bride qui avait besoin d'être réparée. En vérité, il était à peine conscient du cuir dans ses mains. Il était trop concentré sur le son de sa voix, la façon dont la lumière du feu se reflétait dans ses cheveux, la grâce de ses mains alors qu'elle tournait les pages. Quand elle termina le chapitre, Clara ferma le livre et le regarda. « Ethan, puis-je vous demander quelque chose? »« Bien sûr. Que va-t-il se passer maintenant? Je veux dire, je ne peux pas rester ici pour toujours, à vivre de votre charité. Ce ne serait pas correct, mais je n'ai pas d'argent pour un billet de diligence pour retourner dans l'Est, et même si j'en avais, je n'ai nulle part où retourner. » Elle tordit ses mains sur ses genoux. « Je ne sais pas quoi faire. » Ethan mit la bride de côté, son cœur martelant dans sa poitrine. C'était le moment. Le moment où il pouvait soit la laisser partir, soit tenter sa chance sur quelque chose qui le terrifiait et l'exaltait à la fois. « Vous pourriez rester, dit-il, pas par charité, mais en tant que ma femme. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent et elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ethan se dépêcha de continuer avant de perdre son courage. « Je sais que c'est soudain et, il s'éclaircit la gorge, je sais que je ne suis pas ce que vous cherchiez. Je ne suis qu'un éleveur avec un modeste domaine et des callosités sur les mains. Mais je vous promets que je travaillerai chaque jour pour vous rendre heureuse. Je vous construirai une belle vie ici, Clara. Nous la construirions ensemble. Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour vous. Vous faites de cet endroit un foyer au lieu d'une simple maison. Vous me donnez envie d'être meilleur, de faire mieux. » Il se leva et traversa la pièce jusqu'à elle, s'agenouillant à côté de sa chaise pour pouvoir la regarder en face. « Je ne suis pas doué pour les belles paroles, mais je sais ce que je ressens. Je suis en train de tomber amoureux de vous, Clara Grayson. Peut-être que j'ai commencé à tomber amoureux au moment où je vous ai rattrapé en descendant de cette diligence. Je comprendrai si vous dites non. Vous avez traversé assez de déceptions pour une vie entière. Mais s'il y a la moindre chance que vous ressentiez de la même chose, je vous demande de nous donner une chance. » Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Clara, mais elle souriait à travers elles. « Espèce d'idiot, dit-elle, la voix tremblante. Ne savez-vous pas que je suis tombée amoureuse de vous, moi aussi? Chaque fois que vous m'avez apporté des fleurs, chaque gentillesse que vous m'avez montrée, chaque moment que nous avons passé ensemble, j'ai essayé si fort de ne pas espérer, de ne pas rêver, parce que j'étais certaine que vous étiez juste aimable, que vous me renverriez dès que je serais guérie. » Ethan leva la main et lui prit le visage entre ses mains, essuyant ses larmes avec ses pouces. « Jamais. Je ne veux jamais que tu partes. Dis oui, Clara. Dis que tu m'épouseras. »« Oui, murmura-t-elle. Oui, Ethan, je t'épouserai. » Il l'embrassa alors, doucement d'abord, puis avec une passion croissante alors qu'elle répondait. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Ethan posa son front contre le sien. « Nous ferons les choses bien, promit-il. Je parlerai au pasteur demain. Nous pourrons nous marier d'ici la fin de la semaine. » Clara rit, un son éclatant de joie. « Monsieur Jennings, vous ne perdez certainement pas de temps une fois que vous avez pris votre décision. Je ne vois pas l'intérêt d'attendre quand je sais déjà ce que je veux, » dit Ethan. Il l'embrassa de nouveau, puis se força à reculer. « Je devrais te laisser te reposer. Nous avons beaucoup de choses à organiser. »
Mais aucun d'eux ne voulait se séparer, et ils restèrent d'éveiller tard dans la nuit à parler de leur avenir, à faire des plans, à rêver ensemble. Quand ils se dirent enfin bonne nuit, Ethan eut l'impression que sa poitrine allait éclater de bonheur. Il l'avait rattrapée quand elle était tombée, et maintenant il passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'elle ne tomberait plus jamais. Le lendemain matin se leva, clair et lumineux, l'orage ayant lavé le monde. Maria revint de la ville pour trouver Ethan et Clara assis très près l'un de l'autre à la table du petit déjeuner, leurs mains entrelacées. Un seul regard sur leur visage lui dit tout ce qu'elle avait besoin de voir. Il était temps, dit-elle, ses yeux sombres pétillants. Je commençais à croire que tu ne trouverais jamais le courage, Ethan. Tu savais? Demanda Ethan en riant. N'importe qui avec des yeux pouvait voir la façon dont vous vous regardez, dit Maria. C'est pour quand le mariage? Dès que possible, dit Clara en serrant la main d'Ethan. Nous espérions cette semaine, si cela peut être arrangé. Maria se lança immédiatement dans la planification, parlant de robes, de fleurs et de nourriture. Ethan écoutait d'une oreille distraite, plus concentré sur le visage animé de Clara, alors qu'elle et Maria discutaient des détails. Il n'en revenait pas de sa chance, n'en revenait pas que cette femme incroyable ait accepté d'être sa femme. Il se rendit en ville cet après-midi-là pour parler au révérend Matthews, qui accepta de célébrer la cérémonie le samedi, leur donnant 4 jours pour se préparer. La nouvelle se répandit dans Bandera comme une traînée de poudre, et Ethan se retrouva le destinataire de nombreux sourires entendus et de chaleureuses félicitations. Il reçut également quelques regards désapprobateurs de la part des membres les plus conservateurs de la communauté, mais il s'en fichait. Qu'il pense ce qu'il voulait, il allait épouser Clara, et c'était tout ce qui comptait. Madame Patterson se révéla être une alliée surprenante. Elle débarqua au ranch le lendemain avec une brassée de tissu et sa trousse de couture, déterminée à confectionner une vraie robe de mariée pour Clara. Toute mariée mérite d'être belle le jour de son mariage, déclara-t-elle, chassant Ethan de la maison pour qu'elle et Maria puissent travailler en paix. Ethan profita de ce temps pour préparer la maison pour sa future épouse. Il repeignit la chambre qu'il partagerait, construisit de nouvelles étagères pour ses livres et répara chaque planche qui grinçait et chaque clou desserré qu'il put trouver. Son voisin, Tom Baker, passa avec une courte pointe faite à la main en guise de cadeau de mariage et pour lui offrir ses félicitations. « J'ai entendu dire que tu as piqué cette épouse par correspondance juste sous le nez de Crawford, » dit Tom avec un sourire. Betty en rage. « Je me fiche de ce que pense Crawford, » répondit Ethan, enfonçant un clou dans une moulure lâche. « Clara est bien trop bien pour lui de toute façon. Elle doit être quelqu'un de spécial pour que tu te décides enfin à te caser, » observa Tom. « Tu es marié à ce ranch depuis que je te connais. »« Elle est spéciale, » dit simplement Ethan. « Elle est tout pour moi. » Les jours passèrent en un tourbillon de préparatifs. Ethan voyait à peine Clara entre ses essayages de robe et son propre travail au ranch, mais ils parvenaient à voler des moments ensemble. Un baiser rapide dans le couloir, des mains tenues sur la balancelle du Porsche le soir, des conversations chuchotées sur leur avenir. Le vendredi soir, la sœur d'Ethan, Margaret, arriva d'Austin avec son mari et ses 3 enfants. Elle jeta un coup d'œil à Clara et prit son frère à part pour une conversation privée. « Ethan, es-tu sûr de toi? » demanda Margaret, son joli visage plissé d'inquiétude. « Tu connais à peine cet homme. Et si elle ne t'épousait que parce qu'elle n'a pas d'autre choix? »« Elle a le choix, » dit fermement Ethan. « Je lui ai donné de l'argent pour un billet de diligence pour retourner dans l'Est si c'est ce qu'elle voulait. Elle a choisi de rester, m'a choisi parce qu'elle m'aime de la même manière que je l'aime. » Margaret étudia son visage, puis son expression s'adoucit. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu la regardes. »« Elle est tout mon univers, Maggie, » dit Ethan, utilisant le surnom d'enfance de sa sœur. « Je serais perdu sans elle maintenant. » Margaret le serra fort dans ses bras. « Alors, je suis heureuse pour toi, petit frère. Vraiment. Et j'ai hâte de faire la connaissance de ma nouvelle belle-sœur. » Le samedi matin arriva, clair et lumineux, une parfaite journée de juin. Ethan enfila son plus beau costume, un ensemble gris foncé qu'il n'avait porté que 2 fois auparavant, et tenta sans succès de dompter ses cheveux rebelles. Ses mains tremblaient légèrement en attachant son col, et il dut s'arrêter et prendre une profonde inspiration. Il allait se marier. Dans quelques heures, Clara serait sa femme.
La cérémonie eut lieu dans la petite église de Bendera, avec des fleurs sauvages blanches décorant l'autel et la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Ethan se tenait à l'avant avec le révérend Matthews, le cœur battant, guettant la porte pour avoir un premier aperçu de sa mariée. Quand Clara apparut au bras de Tom Baker, puisqu'elle n'avait pas de famille pour l'accompagner à l'hôtel, Ethan oublia comment respirer. Madame Patterson avait fait des merveilles avec le tissu, créant une robe simple mais élégante en soie de couleur crème qui soulignait la silhouette élancée de Clara et faisait ressortir les tons chauds de ses cheveux. Elle avait tissé des fleurs dans ses cheveux relevés et elle portait un bouquet de roses jaunes que Margaret avait apporté d'Austin. Mais c'est son visage qui captiva Ethan, la joie pure et l'amour brillant dans ses yeux couleur de miel, alors qu'elle marchait vers lui. Il la rejoignit à mi-chemin de l'allée, incapable d'attendre, et prit sa main dans la sienne. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à l'autel, et il ne la quitta pas des yeux une seule fois pendant toute la cérémonie. Quand le révérend Matthews lui demanda s'il prenait Clara pour légitime épouse, la voix d'Ethan retentit, forte et sûre. « Oui, je le veux. » Et quand Clara prononça les mêmes mots, promettant de l'aimer et de le chérir, Ethan se sentit l'homme le plus chanceux qui ait jamais existé. « Vous pouvez embrasser la mariée, » dit le révérend avec un sourire. Ethan n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il attira Clara près de lui et l'embrassa longuement, sous les applaudissements et les acclamations des invités rassemblés. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux rouges et souriants, ils se tournèrent pour faire face à leurs amis et voisins en tant que mari et femme. La célébration qui suivit eut lieu au ranch, avec des tables installées dans la cour et assez de nourriture pour nourrir la moitié du comté. Quelqu'un sortit un violon, et bientôt la danse et les rires emplirent l'air du soir. Ethan dansa avec sa mariée, la tenant près de lui alors qu'ils se balançaient au son de la musique, inconscients de tout sauf l'un de l'autre. « Heureuse ?» demanda-t-il en baissant les yeux sur son visage levé. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru possible, » répondit Clara. « Quand je suis montée dans cette diligence en Pennsylvanie, je n'aurais jamais imaginé que je finirais ici, mariée à l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. »« Cette diligence t'a amené à moi, » dit Ethan. « La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est de t'avoir rattrapé quand tu es tombé. »« Et tu as tenu ta promesse, » dit doucement Clara. « Tu ne m'as plus jamais laissé tomber. » Ils dansèrent jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, jusqu'à ce que le dernier invité soit parti, et qu'il ne reste plus qu'eux deux, debout dans la cour de leur maison. Ethan souleva Clara dans ses bras, la faisant rire, et la porta pour franchir le seuil. Il la déposa doucement dans la chambre qu'il avait si soigneusement préparée, et elle regarda autour d'elle avec des yeux brillants. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Tout est parfait. » Il l'embrassa de nouveau, et cette fois il n'y avait pas besoin de se retenir, pas besoin d'être convenable. Elle était sa femme maintenant, et il était son mari, et ils avaient le reste de leur vie pour s'aimer. Le monde extérieur pouvait attendre. Cette nuit n'était que pour eux. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de bonheur alors qu'ils s'installaient dans la vie conjugale. Clara se jeta à corps perdu dans la transformation de la maison du ranch en un véritable foyer, ajoutant des rideaux et des coussins, plantant un jardin, remplissant les espaces vides de chaleur et de vie. Ethan la regardait transformer ses quartiers de célibataires en un lieu de beauté et de confort, et tombait un peu plus amoureux d'elle chaque jour. Ils travaillaient ensemble pendant la journée, Clara l'accompagnant souvent dans ses tournées du ranch, apprenant sur le bétail et les chevaux, se liant d'amitié avec chaque animal qu'elle rencontrait. Fidèle à sa parole, Ethan garda Bouton d'Or comme vache reproductrice, et Clara lui rendait visite quotidiennement, lui apportant des friandises et la grattant derrière les oreilles. Le soir, ils s'asseyaient ensemble sur le porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs éclatantes, parlant de tout et de rien. Parfois, ils se lisaient des passages à voix haute, parfois, ils restaient simplement assis dans un silence confortable, contents d'être l'un près de l'autre. Un soir de fin juillet, environ 6 semaines après leur mariage, Clara avait une nouvelle qui fit presque éclater de joie le cœur d'Ethan. Elle était allée voir le docteur Henderson en ville cet après-midi-là, et le docteur avait confirmé ce qu'elle soupçonnait. « Je vais avoir un bébé », lui dit-elle, les yeux pétillants de larmes et de bonheur. « Nous allons avoir un bébé, Ethan. » Il la souleva et la fit tourner, riant de pure joie, puis la reposa immédiatement avec précaution, craignant d'avoir été trop brusque. « Un bébé.
Nous allons avoir un bébé. Il lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa tendrement. Quand? Février, pense le docteur, juste autour de la Saint-Valentin. Clara rit. On ne perd pas de temps, n'est-ce que pas? Je t'aime, dit Ethan avec ferveur. Je t'aime tellement, Clara. Tu m'as donné tout ce que j'ignorais avoir besoin. Tu m'as sauvé la vie, dit simplement Clara. Tu m'as rattrapé quand je suis tombé et tu me soutiens depuis. Ce bébé, c'est la preuve de cet amour, Ethan. Une nouvelle vie construite à partir de la vie que tu m'as donnée. Ils l'annoncèrent à Maria le lendemain et elle commença immédiatement à s'agiter autour de Clara, insistant pour qu'elle se repose davantage et ne travaille pas trop dur. Margaret refit le voyage depuis Austin en apprenant la nouvelle, apportant des vêtements de bébé qu'elle avait gardés de ses propres enfants et des conseils surtout, des nausées matinales à la préparation de la chambre d'enfant. Ethan se lança dans la préparation à la paternité avec la même détermination qu'il mettait dans tout. Il construisit un berceau en bois de chêne, le ponçant jusqu'à ce qu'il soit lisse comme du verre. Il agrandit la maison, créant une chambre d'enfant à côté de la leur. Il travailla des heures supplémentaires pour s'assurer que le ranch était suffisamment rentable pour subvenir aux besoins de leur famille grandissante. Mais il ne laissa jamais le travail le consumer comme avant Clara. Il s'assurait de passer du temps avec elle chaque jour, de lui dire qu'il l'aimait, de lui rappeler à quel point elle était précieuse pour lui. Il avait bien appris cette leçon. La vie était trop courte et l'amour trop rare pour le tenir pour acquis. La grossesse se déroula sans encombre, bien que Clara souffrit de nausées matinales pendant les premiers mois et se sentit de plus en plus mal à l'aise à mesure qu'elle s'arrondissait. Ethan fit tout ce qu'il put pour la mettre à l'aise, lui massant les pieds enflés le soir, l'aidant dans les tâches qui devenaient difficiles à mesure que son ventre grossissait, la tenant dans ses bras quand elle pleurait à cause des sautes d'humeur hormonale. Je ressemble à une maison, se lamenta-t-elle un soir de début janvier, en regardant son reflet dans le miroir de leur chambre. Tu es magnifique, dit honnêtement Ethan, en s'approchant derrière elle et en l'enlaçant du mieux qu'il pouvait avec son ventre qui le gênait. Tu portes notre enfant, Clara. Il n'y a rien de plus beau que ça. Elle se pencha en arrière contre lui, ses mains reposant sur les siennes là où elle s'étalait sur son ventre. Je t'aime, Ethan Jennings. Je t'aime aussi, Madame Jennings, plus que les mots ne peuvent le dire. Leur fils naquit le 13 février 1884, arrivant au monde avec un cri vigoureux qui annonça ses poumons sains à quiconque se trouvait à portée de voix. Le docteur Henderson déclara que c'était l'accouchement le plus facile auquel il avait assisté depuis des mois, bien que Clara, épuisée et en sueur, mais rayonnante de joie, aurait pu ne pas être d'accord avec cette évaluation. Ethan tint son fils pour la première fois, avec des mains tremblantes, émerveillé par les doigts minuscules et parfaits, les cheveux doux et sombres, la façon dont les yeux du bébé essayaient de se concentrer sur le visage de son père. « Il est parfait », murmura Ethan. « Clara, il est absolument parfait. Comment devrions-nous l'appeler » demanda Clara depuis le lit où Maria l'aidait à s'installer confortablement. Ethan y pensait depuis des mois. « Edward, dit-il, d'après mon père, Edward James Jennings, si cela te convient. » Les yeux de Clara se rempliront de larmes. « C'est parfait. Bonjour, Edward. Bienvenue au monde, mon doux garçon. » Le petit Edward se révéla être un bon bébé, dormant bien et mangeant avec enthousiasme. Ethan fut étonné de voir à quel point il pouvait ressentir d'amour pour une si petite personne. Il restait assis pendant des heures à regarder son fils dormir, s'émerveillant de son miracle. Le ranch continua de prospérer. Avec l'aide de Clara pour la gestion des comptes et le suivi des dépenses, Ethan put prendre des décisions intelligentes concernant l'achat et la vente de bétail. Ils remboursèrent les dernières dettes de son père et réussirent même à acheter 100 acres de pâturage supplémentaires à un voisin qui prenait sa retraite. Edward devint un bambin robuste avec les cheveux auburn de sa mère et les yeux sombres de son père. Il suivait Ethan partout, ses petites jambes travaillant dur pour suivre les longues foulées de son père. Clara les regardait depuis le porche, sa main reposant sur son ventre, où leur deuxième enfant grandissait, et remerciait Dieu pour le jour où elle était descendue de cette diligence à Bandera et s'était évanouie dans les bras d'Ethan. Leur fille, Eleanor Catherine, naquit au printemps de 1886, une petite chose délicate avec des yeux couleur de miel comme sa mère. Edward, maintenant âgé de 2 ans, était fasciné par sa petite sœur et insistait pour aider à tout,
du changement de couche à l'heure du repas. La vie s'installa dans un rythme confortable. Le ranch continua de croître et de prospérer. Edward commença à prendre des leçons d'un tuteur qui venait de la ville 2 fois par semaine, se révélant avoir l'intelligence pratique de son père et l'amour des livres de sa mère. Eleanor devint une petite fille vive et curieuse qui pouvait charmer n'importe qui avec son sourire. Pour leur 5e anniversaire, Ethan emmena Clara au ruisseau où il l'avait demandé en mariage, laissant les enfants avec Maria pour l'après-midi. Ils s'assirent au même endroit, plus âgés maintenant, leur vie si différente de cette période incertaine, mais leur amour encore plus fort. Tu le regrettes parfois? Demanda Ethan, en serrant Clara contre lui. D'être resté ici au lieu de retourner dans l'Est? D'avoir épousé un rude éleveur au lieu d'attendre quelqu'un de raffiné? Clara le regarda comme s'il avait une deuxième tête. Regretter? Ethan, tu m'as tout donné. Un foyer, une famille, un but. Tu m'as rattrapé quand je suis tombé. Et tu me soutiens depuis. Comment pourrais-je regretter la meilleure décision que j'ai jamais prise? C'est moi qui ai de la chance, dit Ethan en lui embrassant le sommet de la tête. Tu aurais pu épouser n'importe qui, Clara. Tu m'as choisi. J'ai choisi l'amour, corrigea Clara. J'ai choisi l'homme qui m'a vu au plus bas et qui ne s'est pas détourné, qui a promis de construire une vie avec moi et a tenu cette promesse chaque jour, qui m'a fait me sentir chéri, valorisé et aimé. C'est toi, Ethan. Ça a toujours été toi. Ils restèrent assis là alors que le soleil descendait vers l'horizon, enlacés, écoutant les brises du ranch autour d'eux. Au loin, ils pouvaient entendre le rire d'Edward qui jouait avec les chiens et le gloussement plus aigu d'Eleanor qui se joignait à lui. Leur vie ensemble, la vie qu'ils avaient construite à partir de cette rencontre fortuite dans une rue poussiéreuse de Bandera, alors que les années continuaient de passer, le ranch Double J devint connu comme l'un des plus prospères du comté. La réputation d'Ethan pour son honnêteté et la qualité de son bétail se répandit, et des acheteurs venaient d'aussi loin que Kansas City pour acheter ses bêtes. Mais il ne laissa jamais le succès changer qui il était au fond de lui. Le même homme honnête et travailleur qui avait rattrapé une femme qui s'évanouissait et en était tombé amoureux. Clara devint un pilier de la communauté de Bandera, organisant des collectes de fonds pour l'école et aidant les familles nouvellement arrivées à s'installer. Elle n'oublia jamais ce que c'était que d'être seule et désespérée, et elle s'assura que personne dans sa communauté n'ait à vivre cela si elle pouvait l'aider. Son cœur chaleureux et son esprit généreux la rendirent aimée de tous ceux qui la connaissaient. Edward grandit, grand et fort, ressemblant à son père par son tempérament et sa carrure. Il apprit tout ce qu'Ethan pouvait lui enseigner sur la gestion d'un ranch, mais il hérita aussi de l'amour de sa mère pour l'apprentissage. Quand il eut 18 ans, Ethan et Clara furent fiers de l'envoyer à l'université à Austin, bien qu'il leur manquât terriblement pendant son absence. Eleanor se révéla avoir son propre esprit et sa propre volonté. Elle était la première à repérer quand une vache était malade, la première à remarquer quand quelque chose n'allait pas au ranch. Elle montait à cheval aussi bien que n'importe quel homme et n'avait pas peur du travail acharné. Mais elle avait aussi la grâce et la gentillesse de sa mère. Elle hérita des yeux couleur de miel de Clara, qui semblaient voir jusqu'au fond de l'âme d'une personne. Samuel Crawford, l'homme qui avait rejeté Clara toutes ces années auparavant, perdit son ranch à cause de ses dettes en 1890 et quitta la ville en disgrâce. Ethan lui accorda à peine une pensée. L'homme lui avait rendu le plus grand service possible en étant trop stupide pour y voir quel trésor était Clara. Tout ressentiment qu'Ethan aurait pu ressentir avait depuis longtemps été remplacé par de la gratitude. Pour leur 10e anniversaire, Ethan surprit Clara avec un voyage à San Antonio, juste tous les deux, pendant que Maria gardait les enfants. Ils séjournèrent dans un bel hôtel, mangèrent dans des restaurants et se promenèrent dans les missions main dans la main comme de jeunes amoureux. Mais leur moment préféré fut simplement de s'asseoir ensemble sur le balcon de l'hôtel, à regarder les étoiles apparaître. 10 ans, s'émerveilla Clara, la tête posée sur l'épaule d'Ethan. Ça semble à la fois une éternité et un instant. Les 10 meilleures années de ma vie, dit Ethan, et nous en avons tellement d'autres devant nous. Je suis si contente de m'être évanouie ce jour-là, dit Clara en riant. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de m'évanouir dans la chaleur du Texas. La deuxième meilleure chose, corrigea Ethan. La meilleure, c'était que je sois là pour te rattraper. Je suppose que tu as raison, taquina Clara.
bien que j'aie un peu de mérite pour être tombé dans la bonne direction. » Ils rirent ensemble, le son se propageant dans la nuit de San Antonio. Deux hommes qui s'étaient trouvés contre toute attente et avaient construit quelque chose de beau et de durable. D'autres années passèrent, apportant à la fois joie et chagrin, comme toutes les années le font. Maria décéda paisiblement dans son sommeil en 1892 et Ethan et Clara pleurèrent la femme qui avait été comme une seconde mère pour eux deux. Mais ils célébrèrent aussi quand Edward revint de l'université avec un diplôme en médecine vétérinaire et une belle épouse nommée Sarah, qui s'intégra dans la famille comme si elle en avait toujours fait partie. Eleanor tomba amoureuse du fils du voisin d'Ethan, Tom Baker, un jeune homme aimable nommé David, qui aimait son esprit fougueux et n'était pas intimidé par son intelligence. Ethan accompagna sa fille à l'hôtel en 1893, essayant de ne pas pleurer en la donnant, Clara lui serrant la main en signe de soutien et de compréhension. Les petits-enfants commencèrent à arriver peu après, remplissant de nouveau la maison du ranch de bruit et de rire. Edward et Sarah eurent 3 enfants coup sur coup, 2 filles et un garçon. Eleanor et David ajoutèrent 2 autres garçons à la famille. Ethan et Clara se délectèrent de leur rôle de grands-parents, gâtant les enfants sans vergogne et leur racontant des histoires du bon vieux temps. Pour leur 20e anniversaire, toute la famille se réunit au ranch pour une célébration. Ethan se tenait sur le porche, regardant ses enfants et petits-enfants jouer dans la cour où il avait autrefois travaillé seul, et se sentit submergé de gratitude. Clara vint se tenir à côté de lui, sa main se glissant dans la sienne aussi naturellement que la respiration. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, bien qu'elle le sût probablement. « Au jour où tu es arrivé à Bandera, » dit Ethan, « au moment où je t'ai rattrapé quand tu es tombé, à la façon dont un seul instant peut tout changer. »« Tu as tout changé, » dit Clara en lui serrant la main. « Tu as pris une femme qui n'avait rien et tu lui as donné le monde. »« Non, » dit Ethan, se tournant vers elle, ses mains se levant pour lui prendre le visage comme il l'avait fait 1000 fois au fil des ans. « C'est toi qui m'as donné le monde, Clara. Avant toi, je ne faisais qu'exister. Tu m'as appris à vivre, à aimer, à être plus qu'un simple homme travaillant dans un ranch. Tu m'as rendu entier. » Leurs enfants les appelèrent alors pour le dîner, et le moment se fondit dans le flot du chaos familial. Mais cette nuit-là, seuls dans leur chambre, Ethan et Clara se serrèrent l'un contre l'autre et se souvinrent. Ils se souvinrent de la chaude journée de juin où leur vie s'était heurtée, où le désespoir avait rencontré la compassion et avait déclenché quelque chose d'extraordinaire. Ils se souvinrent de la peur et de l'incertitude de ces premiers jours, de la joie de la découverte alors qu'ils tombaient amoureux, du triomphe de construire une vie ensemble. « Je referai tout, » murmura Clara dans l'obscurité. « Chaque moment difficile, chaque lutte, chaque peur, tout ça juste pour finir ici avec toi. »« Moi aussi, » dit Ethan en lui embrassant le front. « Je te rattraperai 1000 fois, Clara, 1 000 000 de fois, chaque fois. » Les années continuèrent leur marche comme elles le font toujours. Les cheveux d'Ethan devinrent argentés et les mèches auburn de Clara s'estompèrent pour prendre une teinte plus douce. Leurs mains devinrent noueuses avec l'âge, marquées par le travail de toute une vie. Mais leur amour ne faiblit jamais. Au contraire, il devint plus fort, plus profond, plus riche à chaque année qui passait. Ils célébrèrent leur 30e anniversaire entourés d'enfants, de petits-enfants et même de quelques arrière-petits-enfants. Le ranch Double G était maintenant principalement géré par Edward et David, Ethan servant plus de conseiller que de gestionnaire actif. Mais il sortait encore à cheval la plupart des matins pour vérifier des choses, et Clara tenait toujours les comptes, son esprit aussi vif que jamais même si son corps bougeait plus lentement. Par une chaude soirée de juin 1913, 30 ans presque jour pour jour après leur première rencontre, Ethan et Clara étaient assis sur la balancelle de leurs proches regardant le coucher de soleil. C'était devenu leur rituel, ce moment calme ensemble à la fin de chaque journée, et ils le chérissaient. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première nuit où tu es resté ici ?» demanda Ethan, son bras autour des épaules de Clara. « Quand tu étais inconsciente avec la fièvre. » « J'étais inconsciente, » souligna Clara avec amusement. « Comment pourrais-je m'en souvenir? Je t'ai dit que tu étais en sécurité, que je ne laisserais rien t'arriver, dit Ethan. Je le pensais alors et je le pense maintenant, Clara. Je veillerai toujours sur ta sécurité. Je te rattraperai toujours si tu sauves. » Clara se tourna pour le regarder,
ses yeux couleur de miel toujours aussi brillants et beaux que le jour où il les avait vus pour la première fois. Je sais que tu le feras. Tu me rattrapes depuis 30 ans, Ethan Jennings, et je te rattrape en retour. C'était vrai, réalisa Ethan. Elle l'avait sauvé tout autant qu'il l'avait sauvé ce jour-là à Bandera. Elle avait attrapé son cœur solitaire et l'avait rempli d'amour. Elle avait attrapé sa maison vide et l'avait transformée en foyer. Elle avait attrapé sa vie solitaire et l'avait peuplée de joie, de rire et de sens. Ils s'étaient rattrapés l'un l'autre depuis le début. Deux personnes qui avaient besoin d'être sauvées et qui avaient trouvé le salut dans les bras l'un de l'autre. Alors que le soleil sombrait sous l'horizon et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Ethan serra Clara plus près et l'embrassa doucement. Autour d'eux, leur ranch bourdonnait de vie, de l'héritage qu'ils avaient construit ensemble. Les voix de leurs enfants provenaient de l'intérieur de la maison, les rires de leurs petits-enfants portés par la brise du soir. « Je t'aime », dit Ethan, les mots aussi vrais et puissants que la première fois qu'il les avait prononcés. « Je t'aime aussi », répondit Clara, se blottissant contre sa poitrine avec un soupir de contentement. « Aujourd'hui, demain et pour toujours. » Ils se balançaient doucement sur le porche alors que la nuit tombait, deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit un amour qui durerait éternellement. L'épouse par correspondance qui s'était évanouie à son arrivée et le cow-boy solitaire qui l'avait rattrapée, qui avait tenu sa promesse de ne plus jamais la laisser tomber, qui l'avait aimée à travers 3 décennies de joie, de chagrin et de tout ce qu'il y a entre les deux. Leur histoire avait commencé par une chute, mais elle s'était transformée en un envol, s'élevant plus haut et plus loin que l'un ou l'autre n'aurait jamais osé le rêver. Et alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'obscurité grandissante, entourés de la vie qu'ils avaient créée, ils savaient que leur histoire d'amour était une de celles qui marquent les esprits, un témoignage du pouvoir de la compassion, du courage et de l'engagement. Le Far West les avait réunis, mais c'est l'amour qui les avait fait rester. L'amour qui avait bâti un foyer, élevé une famille, créé un héritage. L'amour qui avait transformé 2 personnes seules en un tout inséparable. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Pas les luttes qu'ils avaient surmontées ou les obstacles qu'ils avaient affrontés, mais l'amour qu'ils avaient choisi, nourri et protégé tout au long des années de leur vie commune. L'amour qui avait commencé par un simple acte de gentillesse, un cow-boy rattrapant une femme qui tombait, et qui était devenu quelque chose de magnifique et d'éternel. Alors que les étoiles tournaient au-dessus de leur tête et que la nuit s'approfondissait autour d'eux, Ethan et Clara se serrèrent l'un contre l'autre et sourirent, satisfaits de savoir qu'ils continueraient à se rattraper, à s'aimer pour le temps qu'il leur restait. Et quand ce temps prendrait fin, comme tout temps sur Terre doit le faire, ils y feraient face ensemble, comme ils avaient fait face à tout le reste, main dans la main et cœur contre cœur. L'épouse par correspondance et son cowboy, unis pour toujours par l'amour qui les avait sauvés tous les deux.